Le plan Ecophyto est un plan qui a été lancé en 2009 par le ministre de l'Agriculture dans le cadre des travaux sur le Grenelle de l'environnement. C'est un plan qui a pour objectif initialement de réduire de 50% l'usage des produits phytopharmaceutiques d'ici 2018 si possible, et dans le cadre d'une agriculture qui soit à la fois respectueuse de l'environnement et compétitive. C'est un plan qui a été élaboré dans une cadre d'une démarche partenariale qui associe des ministères et l'ensemble des parties prenantes. Le plan Ecophyto en Île-de-France porte à la fois sur un secteur agricole et à la fois de travailler sur les zones non agricoles, puisque c'est une particularité de l'Île-de-France d'avoir 18% de la surface concernée par des espaces non agricoles, avec une grande diversité qui porte sur du coup, les territoires des 1200 communes, donc des parcs et jardins remarquables, les voies ferrées qui sont également concernées, des parcs, des jardins, des terrains de sport, et puis tout ce qui concerne le parc privé. En Île-de-France, on a plusieurs enjeux en matière de réduction de l'usage de produits phyto, et le premier enjeu concerne la qualité de la ressource en eau. La directive cadre sur l'eau, c'est une directive qui date des années 2000, qui avait pour objectif ambitieux que chaque État européen, à l'horizon 2027, améliore la qualité de ses masses d'eau, que ce soit les rivières ou les nappes phréatiques, et donc mettre en place des cycles de gestion et des mesures pour ne pas dégrader la qualité des masses d'eau et l'améliorer pour atteindre en 2027 100% de bon état sur toutes les masses d'eau. Les utilisateurs de produits phytosanitaires comme les collectivités, c'est-à-dire hors zone agricole, ils ont un impact vraiment important sur les masses d'eau, notamment en particulier parce que les pesticides qu'ils utilisent pour la gestion de leurs espaces sur des surfaces imperméables comme les parkings, les trottoirs, les allées, etc., ils sont rapidement et largement transférés vers les rivières par ruissellement ou via les réseaux de collecte. Et donc même si en quantité ils en utilisent moins que les agriculteurs, c'est des produits phytosanitaires qui partent directement dans le milieu, donc qui ont un impact fort sur les cours d'eau et les rivières. Donc s'il y a un changement de pratique au niveau des collectivités, c'est sûr que ça nous aidera vraiment à améliorer la qualité des cours d'eau et de manière rapide. Donc l'AFREDON Île-de-France accompagne les collectivités et entreprises du paysage vers des solutions de gestion alternatives à l'utilisation de pesticides. Donc au-delà de nos actions d'audit, de conseil, de formation, une part importante de notre travail passe par des actions de sensibilisation, comme par exemple cette vidéo qui est réalisée dans le cadre d'Ecophyto. Donc c'est une vidéo qui porte sur l'éco-pâturage, qui est une technique alternative à l'utilisation d'herbicides ou de débroussaillants. Et on va voir qu'elle a beaucoup d'autres avantages. L'éco-pâturage est une méthode ancestrale qui revient au goût du jour dans un contexte de réduction des impacts sur l'environnement et de préservation de la biodiversité en ville. L'éco-pâturage, c'est la mise à disposition d'animaux sur un terrain pour entretenir de manière écologique et durable un espace. Et donc c'est censé limiter les intrants, les produits phytosanitaires, le passage des tontes et des débroussailles. Alors pour l'éco-pâturage, on peut utiliser toutes sortes d'espèces. Pour la société Ecoterra, on utilise des bovins, vaches, caprins, chèvres et des ovins, moutons. Pourquoi? Parce que ces trois espèces sont complémentaires, c'est-à-dire que les refus qui vont être laissés par la vache vont être mangés par la chèvre, ce que lèche la chèvre va être mangé par le mouton. On dit qu'un mouton, ça fait toujours un green de golf. Plus c'est tendre, plus l'herbe est rase, enfin, ils vont faire vraiment raser l'herbe. Tout ce qui est chèvre, plus ça pique, plus ils aiment. Donc les ronciers, les orties, il n'y a aucun problème. Et on dit même que, et ça a été prouvé, quand vous laissez un caprin sur un roncier 2 à 3 ans, il aura totalement disparu. Au-delà de la gestion des sites, l'éco-pâturage permet aussi de conserver des espèces en voie de disparition. Une race est en voie de disparition quand il reste moins de 1000 individus dans le monde. La chèvre des fossés que vous avez là, il en reste 750 dans le monde entier. Nous, on a un cheptel qui s'élève à 100 chèvres et boucs, donc on a 1/7 du cheptel. Et donc du coup, on essaie de la valoriser. Elle n'est pas intéressante ni au niveau du lait ni au niveau de la viande, donc on souhaite la mettre en éco-pâturage. Plusieurs entreprises proposent cette activité d'éco-pâturage. Nous retrouvons des éleveurs, comme la société Ecoterra, mais aussi d'autres structures qui ont elles aussi décidé de se lancer dans cette activité
pleine de promesses. Notre activité principale à la base, c'est création et entretien d'espaces verts. Mais la biodiversité étant venue à nous et nous voulant la rejoindre et aller à elle, on a pris la décision il y a quelques années de développer un service environnement au sein de l'entreprise. Raison pour laquelle je suis accompagné de 2 ânes de Provence qui s'appellent Remaille Rusé. Donc ici, vous avez un site qui fait 15 hectares et ces animaux sont là à l'année. L'éco-pâturage se révèle être une méthode avantageuse en adéquation avec les 3 piliers du développement durable. Plus de sauver une race, on ramène de la biodiversité. Et c'est un lien social qui est extraordinaire. Parce que des gens en ville n'ont pas forcément, ne peuvent pas aller voir les fermes partout, ne peuvent pas se déplacer. Du coup, les gens viennent pour voir les animaux. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un triptyque gagnant. C'est un économique, parce que passer 15 fois au même endroit dans une année pour tondre, ça paraît presque aberrant. On met les animaux, donc ça remplace totalement. Économique. Environnemental, parce qu'on préserve une race et on ramène de la biodiversité. Et sociale, parce que pour les habitants et les gestionnaires, c'est un lien social extraordinaire. Elle permet de gérer des espaces difficiles, qu'ils soient peu accessibles à l'homme ou que leur gestion reste problématique malgré les différentes techniques utilisées aujourd'hui. Il y a une petite dizaine d'années, on avait été attributaire d'un marché dit gestion harmonique des parcs du Conseil général du 93. Qui nous a amené sur un site assez spécifique qui s'appelle le site de la Haute-Île. Le CORIF, donc le Centre ornithologique d'Île-de-France, et le Muséum d'histoire naturelle avaient conseillé au Conseil général d'entretenir ce parc qui a une friche de 25-30 hectares avec des animaux pour maintenir cette friche, parce qu'on sait qu'une friche, si on la laisse se fermer, ça devient une zone pauvre qui s'appauvrit de jour en jour, et donc le but étant de les maintenir et au contraire d'essayer d'apporter de la richesse sur ces zones. On a deux communes qui sont bien sûr envahies par la renouée du Japon, et depuis 2 ans on y met la chèvre des fossés, et on observe en effet qu'il y a une réduction de la renouée. Quand elle part, il faut vraiment les mettre en place à partir de dès qu'elle commence à pousser. Et ça pourrait être, on l'espère, une solution alternative. En fait, on essaie de, suivant les espaces, de faire ce qu'on appelle des pâturages tournants. C'est-à-dire que si on a un grand espace, pour limiter le piétinement, on peut séparer en 2 ou 3 ou 4 parties la parcelle entière. Pourquoi ? On va les laisser dans un endroit, et en fait les autres parties, ça va permettre la reproduction des lépidoptères, des insectes, et ça va surtout limiter le piétinement, parce qu'à partir du moment où l'animal piétine ce qu'il mange, il va le gâcher. Et donc tous les mois, suivant les espaces, on les déplace, et comme ça on les fait évoluer. On les fait évoluer en même temps que l'évolution des plantes, suivant ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut laisser pousser les poacées, ou ce qu'on en veut un peu moins. Si c'est pour la renouée par exemple, c'est bien de le mettre dès le début, dès qu'elle se met à pousser, plutôt que quelques mois après. Donc c'est vraiment, on fonctionne en fonction de l'évolution de la végétation. L'utilisation d'animaux en ville est un parfait outil de communication pour le grand public. Ils intriguent, attirent, attendrissent et même impressionnent. Rien de tel pour faire mieux comprendre aux habitants l'enjeu de la préservation de notre biodiversité. C'est facile de faire passer un message via un animal que finalement via un adulte qui va faire une conférence ou un échange. D'autant plus que dans certains endroits, les centres aérés et les écoles peuvent venir se déplacer sur le site, et c'est les enfants qui vont raconter à leurs parents ce qui se passe, et dans ce sens-là, ils le comprennent, et il y a un échange qui se fait. Et finalement, l'éco-pâturage, c'est un élément précurseur de la gestion différenciée. On est plus apte, et les gens acceptent les animaux en ville, et ça permet après de dire on fait l'éco-pâturage, du fauchage tardif, on fait les foins, des prairies fleuries, on fait des paysages jardinés. Et c'est un élément parmi tant d'autres. Je crois que c'est important, quand on peut le faire, de pouvoir faire découvrir pourquoi on fait travailler ces animaux à un certain nombre de gens, leur expliquer aussi pourquoi il faut préserver la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt sur la préservation des races et des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, parce que je crois que la diversité, c'est ce qui nous permettra de rester longtemps sur cette terre. Cette technique alternative est déjà mise en place dans certaines communes ou structures qui font appel à des éleveurs ou entreprises spécialisées dans la mise en place de l'éco-pâturage.
Nous pouvons alors nous poser la question des modalités d'installation et de son efficacité. Éleveur, c'est un métier, il faut en être conscient. Donc on va accompagner tout au long de notre mission d'éco-pâturage les communes. C'est-à-dire qu'on met les animaux et on propose des formations. C'est-à-dire qu'on va former les jardiniers finalement au métier d'éleveur et à reconnaître les différentes choses qui pourraient poser souci. On va venir, si les communes nous appellent, nous sommes là dans les 2 heures, sans souci s'il y a un problème avec un animal. Et les choses qui sont indispensables quand on fait d'éco-pâturage, il n'y en a pas beaucoup. 1, bien sûr, il faut de l'herbe. 2, une pierre à sel pour les éléments minéraux. 3, de l'eau. Et 4, un abri. Voilà. Alors il n'y a pas de taille minimale en soi parce que ça dépend aussi de la strate que vous avez. Si c'est de la strate herbacée, s'il y a beaucoup de ronciers, s'il y a beaucoup d'arbustes. Donc ça, on s'adapte très facilement. L'agglomération des lacs de l'Essonne s'est lancée dans l'éco-pâturage il y a maintenant 4 ans et possède 2 sites qui y sont dédiés. L'idée c'était de travailler sur une biodiversité qu'on améliore et qu'on entretient différemment en ville. Donc on est passé en gestion différenciée sur plus d'une centaine de sites, donc avec des fauches tardives notamment. Et puis on a eu tout de suite l'idée de mettre en place de l'éco-pâturage. C'est la 3e année sur le site du Pré-aux-Bœufs, la 4e année sur le site des Cholets à Grigny. On fait des inventaires chaque année floristiques pour voir l'évolution de la flore, mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément encore le bénéfice d'un point de vue biodiversité. Par contre d'un point de vue entretien, donc on a diminué fortement l'entretien puisqu'on ne tombe plus sur les espaces qui sont entretenus par les bêtes. Et puis au niveau usage sur les sites, ce qui est intéressant c'est qu'on voit les usages évoluer. Là où on avait une forte pression, de la dégradation, là les animaux ont pu apaiser un petit peu l'espace. Alors au niveau du travail des jardiniers, déjà le fait de passer en gestion différenciée, ça a complètement bouleversé leur travail, le fait qu'il n'y ait plus de traitement et le fait que sur certains espaces on ait de la fauche tardive, contrairement à ce qui était fait avant. Les animaux, ça a été la même chose, ça a bouleversé complètement leur travail, mais ça a introduit un intérêt de plus pour ceux qui s'occupent des secteurs. Donc ils s'occupent de venir voir les animaux une fois par jour, donc ils prennent leur travail très à cœur. Donc les sites ont été choisis avec l'éleveur. Quand on l'a contacté, on avait présélectionné une dizaine de sites. Pour nous, l'intérêt c'était aussi d'avoir des sites qui enlevaient de l'entretien aux agents, aux jardiniers. Cette méthode se développe aussi bien dans les villes que dans les espaces moins fréquentés, comme la station de traitement des eaux d'Étampes. On a réfléchi depuis à peu près 2 ans sur le fait de mettre les moutons sur la station. Ça a demandé quelques mois. L'accord du conseil syndical du SIAM. Et puis voilà, c'est parti d'une boutade avec le président un jour où les agents qui tondaient les pelouses étaient présents. On a trouvé que ça faisait du bruit, donc c'est parti de là en fait. Voilà. Les agents viennent les voir. C'est un moment convivial quand on vient voir nos petits moutons là. Et puis non, sinon pour l'entretien, c'est le bruit surtout des tondeuses qu'on n'entend plus. Mais l'éco-pâturage se développe également pour l'entretien des espaces verts des entreprises. Monsieur Girard a fait des essais d'ailleurs dans son entreprise de logistique. Il a trouvé que c'était économique, qu'ils ont des grands espaces et puis ça leur revient moins cher. Ils font quand même à peu près 20% d'économie sur une entreprise d'espace vert classique. Cette méthode requiert l'intervention d'animaux vivants. Une réglementation s'applique donc pour éviter toute crise sanitaire ou mal-être des animaux. C'est une activité qui est en plein développement au niveau de notre département, mais aussi au niveau au moins de la région Île-de-France. Une activité donc, qui permet d'économiser l'utilisation de produits phytosanitaires, mais qui utilise donc des animaux vivants qui nécessitent un certain nombre de précautions et qui sont soumis, dont la détention est soumise à une réglementation particulière. Donc il faut quand même savoir que dans le cadre de l'éco-pâturage, tous les animaux qui sont détenus doivent l'être dans des conditions compatibles avec leurs besoins. C'est l'éleveur qui reste propriétaire de ces animaux, c'est lui qui reste responsable juridique de ces animaux.
On demande quand même, quand on rencontre les éleveurs, parce qu'on les a rencontrés, qui font une activité d'éco-pâturage, de bien s'assurer qu'il y a une surveillance quotidienne des animaux. Cette surveillance, elle n'est pas forcément faite par l'éleveur qui habite parfois très très loin, elle peut être faite par du personnel municipal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande, mais c'est vrai qu'on ne va pas contrôler une mairie pour vérifier qu'un tel agent passe bien tous les jours voir un troupeau. On interviendrait dans un deuxième temps si, suite à un défaut de surveillance, des animaux se retrouveraient laissés sans soins, maltraités, mal nourris, sans eau. On interviendrait, dans ce cas-là, les sanctions seraient prises à la fois contre le propriétaire, mais aussi éventuellement le détenteur des animaux, qui peut être effectivement, pourquoi pas, une mairie ou le propriétaire d'une zone verte, d'un espace vert. Alors sur le côté sanitaire, il faut savoir que les animaux qui sont utilisés dans le cadre de l'éco-pâturage peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l'homme, donc soit à un éventuel public, soit aux soigneurs. Et qu'il est donc important que ces animaux proviennent de cheptels qui sont contrôlés et qui disposent d'un statut sanitaire vis-à-vis d'un certain nombre de maladies, donc notamment la brucellose et la tuberculose, en tout cas pour les bovins et les caprins, et la brucellose pour les petits ruminants. Certes, la loi nous oblige à respecter certaines réglementations pour le bien-être de ces animaux, mais nous devons aussi faire appel à notre sens moral et ne pas les utiliser comme résolution de toute situation. Bien, alors je pense que ce qui est important aussi de signaler, c'est que ces animaux ne sont pas là pour se substituer à l'homme. L'intervention de ces animaux, elle doit avoir du sens et on ne doit pas systématiquement mettre des animaux pour le plaisir de les mettre. C'est qu'on doit les mettre dans la mesure où il y a nécessité d'entretenir donc les sites, comme je disais tout à l'heure, qui soient classés Natura 2000, qui soient classés zone naturelle sensible. Qui puissent être aussi comme les berges de Loire qui sont pâturées par des animaux, parce qu'on sait que les berges de Loire sont des berges fragiles. Donc à chaque fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'animal est là pour faire réellement un travail, et un travail que l'homme ne peut pas faire pour des raisons écologiques, parce que, comme je disais tout à l'heure, on va détériorer, on va broyer, ou parce qu'on va avoir des nuisances sonores et autres. Donc l'animal est bien là pour travailler avec l'homme, et non pas dire que cet animal est le remplacement d'une tondeuse, et surtout pas que l'animal est là pour remplacer l'homme. Donc c'est censé limiter les intrants, les produits phytosanitaires, le passage des tontes et des débroussaillements. L'aspect utilisation d'animaux vivants pour l'entretien de paysages. L'animal est là pour faire réellement un travail, et un travail que l'homme ne peut pas faire. Au-delà de la gestion, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est la réintroduction de l'animal en ville. C'est un moment convivial quand on vient voir nos petits moutons. Là, pour l'entretien, c'est vrai, c'est le bruit surtout des tondeuses qu'on entend plus. Ça leur revient moins cher, ils font quand même à peu près 20% d'économie sur une entreprise espace vert classique. Ce qu'il ne faut surtout pas dire, c'est que l'animal devient une tondeuse et que de plus, il se substitue à l'homme, en aucun cas.